Ici Ghislain Plourde et bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Au cours de la prochaine demi-heure, on vous présentera 3 sujets qui découlent de la séance régulière d'octobre du Conseil municipal joannais. En toute fin d'émission, Mme Audet, qui est parent d'un enfant lourdement handicapé, viendra questionner le Conseil sur ce futur parc Bella annoncé dans le secteur Iberville et de son accessibilité justement à cette clientèle d'enfants lourdement hypothéqués. Tout juste avant, le citoyen Samuel Corriveau s'exprimera en fait sur 2 sujets. D'abord, sur ces travaux de longue haleine que constitue la reconstruction du pont des Iroquois dans le secteur Saint-Luc et aussi sur cette zone d'innovation que la ville de Saint-Jean s'est récemment vue refuser par le gouvernement du Québec. Mais pour amorcer l'émission de cette semaine, parlons de ces activités générées par les écoles de pilotage à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, des activités qui perturbent le quotidien et la quiétude de résidents des secteurs Saint-Eugène et Saint-Edmond. Nous aborderons cet enjeu sous 3 volets. D'abord, la mairesse André Bouchard viendra répondre à une question du citoyen Raymond Boucher, formulée en juillet. M. Boucher reprendra le micro pour soulever d'autres questionnements, puis le citoyen Normand Fauché viendra souligner, dit-il, les dangers à la sécurité des résidents que constituent ces activités des écoles de pilotage. Voilà donc pour les faits saillants qu'on vous présente tout de suite de cette séance du 29 octobre dernier. J'ai des réponses pour la dernière séance et même des séances antérieures, là. Parce que j'ai une réponse pour M. Boucher pour une séance qui date du 16 juillet 2024. Alors, quelles sont les mesures que la Ville a prises depuis 2021 pour s'assurer que les mesures d'atténuation du bruit mises en place précédemment soient respectées? Le plan d'action adopté reposait, entre autres, sur le dépôt d'une demande à Transport Canada afin de limiter les heures de posée décollée visant à favoriser des périodes de répit et ainsi assurer une publication dans le supplément de vol CFS publié par NAV Canada. Le dépôt de la demande corrigée à Transport Canada pour la mise en place de procédures nouvelles d'atténuation de bruit en fonction du CI numéro 302-002. Signature d'une entente avec l'unité régionale de soutien aux cadets afin d'encadrer les opérations, les horaires, le nombre de vols et de mettre en place des périodes de répit. Signature d'une entente visant l'encadrement des opérations avec les 2 écoles de pilotage établies à CYJN et imposition de frais d'atterrissage. De plus, nous travaillons de concert avec le nouveau gestionnaire de l'aéroport pour l'amélioration des opérations aériennes. Il y avait une deuxième question. Concernant les ententes mises en place avec les corps de cadets, comment, en dépit des recommandations de santé publique et de l'OMS, est-il possible de faire respecter les niveaux de bruit? Selon l'étude sur le niveau sonore réalisée en 2017, les cadets ne représentent pas la source sonore la plus contribuante. La mise en place de périodes de répit permettrait d'améliorer la situation. Cependant, selon les indicateurs réglementés par Transport Canada, le NEF, les simulations ont démontré que l'aéroport de Saint-Jean était conforme à la réglementation de Transport Canada. Les recommandations de l'avis de la santé publique sont à 4 niveaux. Mise en place de mesures de mitigation visant à réduire le niveau sonore, ça c'est en cours. Offrir des périodes de répit, c'est aussi en cours. La réévaluation des niveaux sonores est en cours de planification pour assurer un suivi et mesurer l'évolution dans le temps.
limiter le développement résidentiel ou l'implantation d'usages sensibles, ça fait partie de la réflexion dans la révision du nouveau plan d'urbanisme. J'avais une question de Mme Chantal Raymond à la séance du 24 septembre 2024. Mme Raymond s'inquiète de la coupe de bois qui se poursuit dans le Boisé-Carillon. Puis ça nous avait été mentionné 6 mois avant. Je ne sais pas si Mme Raymond est là, mais on a fait nos devoirs. Je veux rassurer la population sur le fait que la Ville prend la situation très au sérieux et que des actions concrètes sont en cours pour que ça cesse. Monsieur Boucher. Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse, Monsieur et Madame les conseillers, Monsieur Dubois. Écoutez, je vais réagir assez rapidement à votre constat. Première chose, bien, merci de nous avoir avoir répondu à mes questions du 16 juillet. 3 mois plus tard, c'est quand même assez tard. Mais je vais surtout m'adresser à vous dans le contexte où est-ce qu'avec votre réponse bien enveloppée, bien rédigée, malheureusement, cette réponse-là, elle ne reflète pas la réalité de 2023-2024. Et ça, c'est un peu triste, là. Parce que lorsque vous parlez qu'il y avait... Et j'improvise parce que j'ai eu votre réponse. Et lorsque vous nous dites que dans le plan d'action, il y avait un plan d'action, qu'il y avait des périodes de répit, donc le plan d'action auquel vous faites référence, il venait à échéance en 2022. Et dans le plan d'action, il n'y avait pas de nouveau contrat d'école de pilotage. Il n'y avait pas non plus d'augmentation notoire des nombres de mouvements. Parce que je tiens à rappeler qu'il y a eu 2 contrats importants pour plusieurs milliers de mouvements qui ont été signés par la Ville en février 2023. Et que l'augmentation des mouvements, quand on compare les 7 premiers mois de 2022 avec 2024, c'est une augmentation de 100 %. Et de 2023 à 2024, c'est 50 %. 49,8, 51, on est dans ces jeux-là. D'accord? Alors, dans le plan d'action, il n'y avait pas ces choses-là. Deuxième chose, vous parlez de périodes de répit. Bien, où sont-elles les périodes de répit? Je m'excuse. Oui, il y avait des périodes de répit qui étaient prévues, mais il n'y en a aucune présentement. Et c'est pire que pire. Plusieurs fois, on est venu intervenir ici et on vous dit que c'est semaine et dimanche et que même s'il y a eu des contrats qui spécifiaient pour 2 écoles de pilotage un horaire, les autres écoles de pilotage viennent faire déposer des collets à Saint-Jean. Jour et nuit. On a eu des passages à moins de 150 pieds, à presque 100 décibels, à 1h30 la nuit, 2h30 la nuit, ça a réveillé tout le quartier. C'est invivable. Donc, parlez-moi des périodes de répit, mais parlez-moi d'autres choses. On a doublé les mouvements, comme je viens de le mentionner, et là, on vient dire qu'on va limiter le développement résidentiel. Limiter le développement résidentiel. Vous ne voulez plus avoir de taxes? Il ne faut pas limiter le développement des écoles des mouvements des écoles de pilotage qui sont nuisibles. Non, il faut limiter le développement résidentiel. Donc, les espaces là, qui étaient prévus pour plusieurs millions de dollars d'investissement pour des résidences, parce que c'est proche de l'aéroport, là, ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas. Donc, je trouve que entre ce que vous mentionnez, c'est tout bien habillé, mais c'est en 2020, madame. On n'est plus là. La Ville a signé des contrats d'école de pilotage en février 2023 et M. Godette a dit, lorsque la séance a été signée, il n'y aura pas plus de mouvement, il n'y aura pas plus de bruit. Il faut pas être là pour se rendre compte que ça a doublé les mouvements puis ça a doublé le bruit. Donc, je vous dis simplement, et quelles sont les mesures que vous entendez prendre? Parce que toutes vos données sont à date, mais avant cette augmentation-là.
Là, vous dites, on va le mesurer. Je pense que c'est assez facile. Vous avez juste à venir passer une semaine dans notre quartier, puis vous allez le mesurer assez rapidement. Fiez-vous aussi à nos mesures. Nous, on en a des mesures. Donc, quelles mesures entendez-vous prendre? J'ai pris la question en note, là. Quelles mesures entendez-vous prendre pas là. pour réduire le bruit et le bruit supplémentaire qu'on a depuis février 2023? Puis si vous nous dites, vous, les gens de vigilance, là, on n'en fera pas d'effort, dites-nous-le. Dites-le au public. Parfait. Maintenant, je tiens à rappeler aussi que lorsque vous parlez des recommandations de santé publique qui ont présenté à la Ville ce document-là, là, en juillet 2022, qu'est-ce qu'ils ont noté? Quels sont les constats qui étaient dans santé publique? On ne pouvait pas les sortir, on les a obtenus par accès à l'information. Alors, quels sont les constats? Les niveaux de bruit autour de l'aéroport ont dépassé les recommandations de l'OMS. Les dépassements sont plus fréquents à l'est et à l'ouest. Je vais être bref. Les dépassements peuvent représenter un risque à la santé et nuire à la qualité de vie des citoyens et des secteurs exposés. Ça, c'est textuel dans l'avis professionnel de santé publique. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? OK. Merci, M. Boucher. Monsieur Fauché. Bonsoir tout le monde. Oui. Je vais faire ça assez rapidement. J'ai une question très simple pour vous ce soir. Elle demandera sûrement aucun délai, donc pas de mois pour attendre une réponse. Vous savez que nous avons un volume accru de vols d'avions au-dessus de notre ville, et surtout dans nos quartiers. Le Bel, c'est près du cégep. Ceci est directement dû aux 2 écoles de pilotage. Ces 2 écoles de pilotage ont des pilotes. Ces pilotes, je vous le signale, sont des débutants, des apprentis, si vous préférez, des novices. Alors, ces avions passent très bas au-dessus de nos rues. On parle ici de 125 pieds, 100 pieds et souvent en bas de 100 pieds. Alors, si les résidences ont 20 à 30 pieds de haut, l'écart entre les deux est très petit. De plus, la vitesse de certains avions, surtout les Piper, sont souvent au-dessus de 100 km/h. Ces passages très bas sont sûrement dus au fait que nos pistes sont très courtes. Même la piste 1129, la piste éclairée, n'est plus conforme aux normes. Elle devrait être amputée de 362 pieds. Ceci est tiré du rapport de CIMA+, déposé le 11 mars 2020. Ce rapport a été commandé par la Ville. Comme je vous l'ai dit lors de la dernière assemblée, il y a 2 avions qui ont accroché la cime des arbres dans la rue. À ces vitesses et à cette altitude, le temps d'impact au sol, 2 à 3 secondes. Ma question, cette situation déplorable est dangereuse et est due à l'emplacement de notre aéroport face aux habitations qui la ceinturent, soit environ 1250. Ce sont les pistes les plus proches des résidences au Québec et au Canada. 2 fois plus proches que les pistes de Saint-Hubert. Notre aéroport est ceinturé, comme vous le savez, sur 3 côtés. Donc, le risque d'une catastrophe est évident. La seule question qu'il faut se poser maintenant, c'est quand ça va arriver? Quand la catastrophe va arriver? Alors maintenant que tous les intervenants et les décideurs sont au courant de ce problème, qui, à la Ville, signe le certificat de l'aéroport? Madame la mairesse? Monsieur le directeur de la Ville? Monsieur le directeur de l'aéroport? Monsieur Laferrière? Madame la directrice de Nexev? Ou c'est l'ensemble des conseillers qui supportent le tout?
J'aimerais connaître la personne qui porte la responsabilité de cette signature. Qui? Donc, j'attends la réponse. C'est vous qui êtes propre. Allez-y, M. Dubois. C'est moi qui est représentant du propriétaire, donc le gestionnaire supérieur de l'aéroport, OK. auprès de Transport Canada. Et vous êtes sensible à ça, que les avions passent aussi bas que ça. On a des vidéos, là, impressionnantes. Une balle de tennis, on accroche l'avion. On est en lien constant avec Transport Canada pour s'assurer qu'on respecte les règles fédérales, là. Oui, mais on attend quoi? On a beau me dire que la piste, pas la piste, mais les avions sont selon les normes, mais quand on voit passer un avion comme ça, les gens qui viennent des fois à la maison ou dans la rue, qui viennent faire une visite, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Bien, c'est un avion, c'est notre quotidien. 200 vols par jour, des fois 250. Et depuis qu'on a les écoles, les Piper, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Piper, c'est un avion plus performant qu'un Cessna. Et ça passe très vite, très bas, et c'est naturellement très bruyant. On a du 90 dB. 90 dB, là, la personne qui est à côté de moi, là, elle ne m'entend pas parler. Donc, il faut arrêter de parler. Merci, M. Fauché. Je vous remercie. Maintenant, vous êtes tous au courant. Merci. Tout le monde va à gauche, fait que je vais aller à gauche moi aussi. Bonsoir, messieurs, dames, les conseillers, conseillères, madame la mairesse. Écoutez, je vais faire un petit peu de pouce là, sur M. Massé, ce qu'il a dit tantôt. C'est sûr, moi aussi, j'ai été choqué quand j'ai vu que le pont allait être fermé, mais je vais vous avouer que ça n'a pas trop changé mes habitudes parce qu'étant donné que sur le bord de l'eau, c'était fermé depuis un moment, là, on faisait déjà pas mal tout le détour dans ce coin-là. Fait que finalement, c'est pas si pire que ça. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu là, d'un sujet que vous avez répondu. En fait, quand tantôt vous avez répondu à ma question, je parlais d'économie à Saint-Jean. Récemment, j'ai lu dans le Canada français que le projet d'innovation qui était prévu à Saint-Jean avait malheureusement pas pu voir le jour. Puis je sais que ça fait quelques fois que j'en parle. Je pense qu'à Saint-Jean, c'est un peu ça qui nous manque, un pôle important que les compagnies peuvent utiliser pour se dire, OK, bon, mais à Saint-Jean, c'est notre image de marque, c'est ça qui nous définit, puis c'est là qu'on veut aller investir. Fait que j'étais vraiment déçu de voir que ce projet-là n'avait pas levé. Puis je voulais essayer de comprendre pourquoi ça l'avait pas levé, considérant que ça fait, de ce que je comprends, 14 ans quel projet ou 12 ans quel projet est en branle. Qu'est-ce qui fait que ce genre de projet-là n'est pas capable de lever à Saint-Jean? Puis c'est quoi les étapes que vous pourriez faire pour que ce genre de projet-là soit des succès? Je vais vous donner la réponse que moi je connais. Il y a peu de zones d'innovation qui sont déterminées par le gouvernement du Québec. Mais ce que ça prend pour avoir la dénomination zone d'innovation par le gouvernement du Québec, puis là, M. Dubois, vous me reprendrez, là, ça prend un partenaire financier majeur. Si on regarde comme Bromont ou Sherbrooke, il y avait comme une centaine de millions dans les coffres avant d'avoir la dénomination. Alors nous, on avait plusieurs petits investisseurs. Puis je dis petits, là, puis c'est pas pour minimiser, là, mais on avait plusieurs petits, mais on n'avait pas un gros bailleur de fonds. Alors, je pense que c'est ça qui a joué dans la décision du gouvernement du Québec, mais on n'a pas lâché la serviette parce que les travaux qu'on a faits pour obtenir la dénomination de zone d'innovation, ça a fait en sorte qu'on a stimulé l'écosystème en sécurité civile et publique défense et que toutes ces entreprises-là travaillent ensemble. Pour attirer un plus gros joueur. Puis je pense qu'on n'aura pas la dénomination, mais ce pourquoi on travaille, c'est pour avoir un centre de recherche en innovation dans le Haut-Richelieu. Monsieur Dubois? Moi, j'ai été absente quelques semaines là, durant cette décision-là. Alors, effectivement, ce que Mme Bouchard répond, c'est effectivement ça. Le centre de recherche est aussi très important au moment de la désignation d'une zone d'innovation. Pour le centre de recherche, ce qui est très important pour le gouvernement aussi, c'est d'avoir un pôle universitaire, ce qu'on n'a pas encore. Mais vous êtes en collaboration avec l'ETS, de ce que je comprends, pour essayer d'en établir un. Oui, et l'Université de Sherbrooke. OK.
c'est quoi les étapes qui manquent? Parce que, tu sais, moi, en tout cas, je trouve que ça fait quand même 12 ans déjà qu'on travaille là-dessus, puis ça n'a quand même pas abouti. C'est qui qu'il faut qu'on aille parler pour que ça fonctionne? Tu sais, c'est juste que quand vous êtes présenté comme mairesse, je pense que votre premier engagement, c'était de diminuer la charge fiscale des Joannais. Ça a été la première chose que vous avez dit, puis je Absolument. pense que vous semblez sérieuse dans ce Mais puis c'est toujours notre volonté, sauf que pour diminuer la charge fiscale des résidents, il faut développer le volet industriel. Il reste peu de terres industrielles. Je suis d'accord, mais puis avant de faire ça, malheureusement, il faut accélérer les travaux d'infrastructure. Je suis conscient, mais là, la zone d'innovation, de ce que je comprends, ça n'a pas floppé parce qu'il n'y avait pas de terre industrielle, ça a floppé parce qu'il n'y avait pas de partenaire. Fait que c'est pas la raison ici. Là. La raison, c'est qu'il n'a pas été capable d'attirer des joueurs suffisamment gros pour que ça se fasse. Absolument. Fait que moi, ma question, c'est comment qu'on attire les joueurs aussi gros? Vous êtes présidente de NextDev. Vous êtes la préfète de la MRC. Je ne suis pas présidente de NextDev, Ben, vous faites mais partie je suis préfète de la MRC. Vous êtes préfète de la MRC, vous êtes exactement là. Pourquoi on n'est pas capable d'attirer des gros joueurs quand on a déjà des actifs intéressants à Saint-Jean, quand on a déjà des bases militaires, on a des collèges militaires, on a une ville qui a un historique militaire? Ben, vous me dites qu'on n'est pas capable d'attirer des gens. C'est quoi qui manque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'attirer ces gens-là? C'est ça que je comprends pas. Regarde, si j'avais cette réponse-là, on serait pas là, je suis on serait d'accord. pas là. Mais c'est de là-dessus que je pense que ça vaudrait la peine de se pencher. Est-ce que c'est d'aller dans des colloques? Est-ce que c'est de parler de partenariat? Est-ce que c'est capable? Je pense qu'il y a différentes options. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Puis, c'est NextDev, qui est notre organisme de développement économique industriel, qui est le maître d'œuvre là-dedans. Puis oui, je pense qu'on est 3 à siéger sur le CA de NextDev. Puis on ne néglige aucun effort. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de m'adresser à vous. Mais parlez au micro, par exemple, parce que pour fin d'enregistrement, là... Ça va? Parfait. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de m'adresser à vous ce soir. Je suis ici en tant que parent puis en tant que représentante de d'autres parents d'enfants lourdement handicapés. On fait partie d'un comité qui a été sollicité par le Service de la culture et du développement social et du loisir afin de porter en lumière nos besoins quant au parc accessible qui pourrait être construit à Saint-Jean-sur-Richelieu prochainement. Donc, ce parc serait situé à Iberville. On l'appellerait le parc Bella. Donc, on a été consulté. On a eu 3 rencontres, ce qui a été très édifiant. Parce qu'il faut savoir que quand on a un enfant polyhandicapé ou lourdement handicapé, ou qu'on est aussi une personne âgée ou une personne avec des limitations, déficiences intellectuelles ou physiques, on a besoin, nous aussi, d'avoir des loisirs et des endroits accessibles. Absolument. Donc, je sais que la Ville est impliquée dans une politique d'accessibilité universelle. Et j'en ai fait partie auparavant de certains comités aussi. Donc, il y a quelques jours, on a fait des interrogations à savoir où en est le projet. Et on a été un peu attristés de savoir que le budget ne serait pas celui qui a été comme espéré et qu'il y aurait des infrastructures qui seraient peut-être éliminées du projet. Donc, on se demande en tant que parents, on a été consultés, on a pris ça très à cœur, on a mentionné nos besoins réels parce qu'il faut savoir que s'il y a un parc accessible, ça veut dire autant accessible à la personne qui a des limitations qu'à toute sa famille ou à ses grands-parents. Il faut savoir qu'à Saint-Jean, on est quand même très fiers d'avoir l'école Marie-Rivier, qui est une institution reconnue dans toute la province pour avoir des services adéquats pour les personnes qui ont un handicap. Et je me dis, moi, en tant que parent, je n'ai jamais pu aller dans un parc à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que mon fils ne peut pas, par exemple, jouer dans les copeaux de bois. Son fauteuil roulant ne peut pas aller par-dessus certaines limites physiques d'un parc régulier. Donc, est-ce que c'est adéquat qu'une ville de 100 000 habitants qui a une réputation quand même provinciale pour avoir une école de haut niveau, au niveau des ressources pour les personnes handicapées, n'ait pas son parc accessible? Ce que je veux savoir, dans le fond, la question, c'est si le budget n'est pas totalement alloué, qu'est-ce qui ne sera pas inclus? Parce que nous, ce qui comptait, on a su qu'il y aurait des aires de jeux secs. Donc, ce que ça veut dire, c'est des modules de jeux. Il y aurait probablement des jeux d'eau, donc accessibles pour les fauteuils aussi et pour tous les enfants et tout le monde qui veut y jouer. Et une aire de service, donc un bâtiment de service. Pour ceux qui n'ont pas une condition d'handicap, une aire de service, c'est très, très utile pour les usagers. Parce que, par exemple, quand on a un enfant qui est grand et qui nécessite un changement
de couches, on va dire le mot comme il est. On ne peut pas le faire dans un parc au su et au vu de tous. Donc, ça nous prend des installations pour pouvoir nous déplacer. Ça nous prend une aire de stationnement adéquate pour déployer les rampes de nos véhicules adaptés. Donc, on voulait savoir s'il y a possibilité que les choses qui ne seraient pas faites maintenant pourraient l'être dans un futur avec un budget qui serait bonifié dans ce cas-là. Donc, ce serait ma question. Je vais prendre votre question en délibéré parce que oui, on a une politique d'accessibilité. Puis dans un monde idéal, on ne peut pas rendre tout accessible actuellement à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que monétairement, on ne serait pas capable. Là. Mais tout ce qu'on a à construire ou tout ce qu'on a à apporter de nouveau, ça devrait être accessible universellement. Maintenant, il y a toujours des considérations budgétaires là-dedans. Alors, je vais prendre votre question en délibéré parce que moi, je n'étais pas là à l'ouverture des soumissions et tout ça, là. Alors, je suis au courant du parc dont vous parlez, puis on vous reviendra là-dessus. Certainement, parce que je veux que vous sachiez qu'on a le dossier à cœur, puis ça nous fait plaisir d'être impliqués, puis on est prêt à répondre à toutes vos questions si vous en avez. Je vais vous dire que ça fait partie on est une ville, on souhaite être une ville inclusive le plus possible. Alors, je comprends tout à fait votre intervention. Il y avait M. Fontaine que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien, c'est pas sur le contenu, c'est sur le contenant, dans le fond, que je veux... j'essaie de comprendre, puis tu sais, je comprends vos revendications. Là, j'ai une nièce qui est en fauteuil roulant, fait que je comprends ça 100%. Madame la mairesse, ça, c'est des décisions c'est des discussions qu'on a eues en caucus, en privé. Il n'y a pas de résolution qui a été adoptée à l'heure actuelle. Moi, je me demande comment cette information-là fait pour se rendre là. Ça me chicote, là. Voilà, c'est tout pour cette semaine. tvhr9.com pour revoir cette émission et toutes les autres de notre grille horaire. Ici Ghislain Plourde, merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Au revoir.